Cette affaire de disparition inquiétante d'une jeune fille âgée de 15 ans, qui s'est passée en novembre 1979 aux États-Unis, à Gregg, dans l'État du Colorado, est étrange par bien des aspects. Est-ce une fois de plus, dans une société décomplexée, une mystérieuse disparition de jeune fille aux États-Unis, une de plus hélas, sans que les enquêteurs et la famille ne disposent d'éléments concrets? Ou serait-ce plutôt un crime sordide, là aussi, comme il y en a régulièrement? Revenons donc sur les détails connus de cette affaire et la chronologie des faits, telle qu'elle a pu être reconstituée depuis ce funeste soir. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition. L'affaire Mary-Ann Blee. Je suis désolée, mais pour cette affaire, il n'y aura pas beaucoup de photos. Malheureusement, cette disparition date de 1979. Nous sommes à la veille de la grande fête traditionnelle de Thanksgiving. La jeune Mary-Ann a assisté le 20 novembre 1979 à un spectacle de danse au pavillon, dans la commune de Craig, dans l'État du Colorado. On est là, dans le Grand Ouest américain, au nord-ouest de Denver, la capitale de l'État du Colorado, au cœur des Rocheuses. On est mardi, en pleine semaine donc. Craig est une petite commune touristique de moins de 2000 habitants et est située sur la grande autoroute transversale américaine numéro 40, ce qui lui amène un peu de passage. Sinon, la ville la plus proche, Craig, est située à une quarantaine de kilomètres plus à l'ouest. Elle est bien plus vivante et animée avec ses 10 000 habitants. Il faut à peine 20 minutes pour s'y rendre. Autrement, rien que pour des jeunes gens bien décidés à s'amuser. Marie, née le 16 avril 1964, est la plus jeune d'une fratrie de 5 qui s'entend très bien. Elle a alors un peu plus de 15 ans. Elle est blonde, avec des beaux yeux bleus, mince et grande, plutôt élégante pour son âge. Elle est en seconde année dans un établissement scolaire du secondaire, à Eden, cette charmante petite ville où elle réside avec sa famille. Elle est bonne élève, sérieuse et studieuse, vient tout juste d'avoir son permis de conduire et n'hésite pas à s'investir dans une vie sociale et associative locale, notamment comme gestionnaire du club de lutte scolaire ou comme éclaireuse du club local des 4H. Elle a passé un été passionnant, car, en famille, elle a visité l'Europe, particulièrement l'Allemagne et la Suisse. Après cela, elle a aussi eu la joie d'avoir le droit d'enlever son appareil dentaire et libérer son plus beau sourire, enfin. Après la danse organisée au sein de son école, elle se rend, accompagnée de plusieurs amis et de son petit ami, Marty Dean Dolin, à Craig, la ville voisine, où une grande fête est organisée. La soirée démarre joyeusement, dans le grand parc de Shadow Mountain. Mais tout ne va pas se dérouler comme les jeunes gens l'avaient prévu. Revenons donc sur ce que nous savons avec quelques certitudes. On sait que, lors de cette fête, de nombreux jeunes ont consommé des produits stupéfiants. Majoritairement d'ailleurs, il s'agissait d'hommes et de jeunes garçons. Malgré cela, et ne suivant pas les conseils de ses amis, Marie décide de rester ici pour continuer à s'amuser. Après le départ de ses amis, on ne sait plus grand-chose. Laissant sur place son petit ami, qui lui a dit qu'il rentrerait plus tard, on suppose que Marie serait repartie chez elle à Eden, toujours dans le Colorado,
en voiture avec une personne non connue, sans doute rencontrée lors de cette fête. Il devait être entre 1h30 et 2h dans la nuit. C'est la dernière fois que Marty Dean Dolin verra Marie. Une petite chose m'interpelle. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés ensemble ? Se seraient-ils fâchés lors de cette soirée ? Y a-t-il eu un problème de stupéfiants ? Nous ne le saurons en fait jamais. Le petit ami, même s'il sait quelque chose ou s'en souvient, gardera le silence. On peut raisonnablement supposer, sans l'accabler pour autant, que ce soir-là il est possible qu'il ait consommé des produits stupéfiants. Et peut-être aussi bu plus que de raison. Mais tout cela repose sur de simples hypothèses et des habitudes, rapportées bien plus tard aux enquêteurs. Plusieurs témoignages qui cependant ne sont pas tous affirmatifs et sûrs situent Marie dans des commerces de Craig, tôt le matin du mercredi 21 novembre, le jour de Thanksgiving. Ces témoignages émanent en effet de gens, certes pleins de bonne volonté, mais qui avaient tous assisté à la fête la veille au soir, consommé alcool et stupéfiants. Alors que Marie ne rentre pas chez elle dans la matinée, ses parents forcément inquiets, car ce n'est guère dans ses habitudes de disparaître ainsi, sans donner de nouvelles. Alertent les services de police locaux à Eden et y déposent une plainte. Une enquête de voisinage est aussitôt commencée et des recherches sont effectuées par les policiers du comté de Moffat, notamment sur l'itinéraire que Marie était supposée avoir emprunté dans la nuit. En vain, cela ne donne rien. Personne n'a vu Marie. N'oublions pas de préciser, à ce stade du récit, que nous sommes aux États-Unis, que là-bas les enquêtes pour disparitions inquiétantes ne sont pas menées de la même manière que chez nous en Europe, et que, là-bas, comme chez nous, sans jeter la pierre aux enquêteurs des services d'investigation, ces enquêtes étaient globalement moins bien conduites et instruites qu'actuellement. C'est ainsi. Plus tard encore, on apprendra en effet que des témoins importants n'ont pas été entendus, que les services de police en charge de ce dossier sensible n'avaient pas la liste de toutes les personnes susceptibles d'avoir été présentes à cette fête, pas plus que la liste des forains et exposants. C'est ainsi. Aujourd'hui, ce serait accablant, mais il faut resituer les faits dans leur contexte local. Alors que les premiers jours ne donnent pas de résultats positifs, ajoutant encore à l'angoisse des parents et des proches, un rebondissement d'envergure va avoir lieu, juste une semaine après la disparition inquiétante de la jeune Marie. C'est un rebondissement auquel on ne s'attendait pas le moins du monde. En effet, 8 jours après, Marty Dean Dolin, rappelons que c'est le petit ami de Marie, est arrêté par les services de police pour extorsion de fonds et harcèlement téléphonique, une infraction qui est grave aux États-Unis. Il lui est tout simplement reproché d'avoir tenté d'obtenir la somme de $5 000 de la part des parents de Marie contre son retour saine et sauve, comme s'il l'avait enlevé et séquestré. Il est au top, ce petit ami. Devant un tribunal, Marty Dean Dolin plaidera coupable pour ses faits de harcèlement téléphonique. Expliquera au juge qu'il a fait cela uniquement pour donner de l'espoir à la famille de Marie. Bien sûr, et il en oublie les $5 000 qu'il a demandés. Il ne sait rien de sa disparition, clamant haut et fort son innocence. Cette version très peu crédible est cependant difficile à croire. Fort logiquement, il sera condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, peine qui sera suivie de 2 ans de probation. Pour autant, et on a le droit de se poser la question, qui nous vient tous à l'esprit, a-t-on bien creusé les fondements de cette affaire ? Marty Dean Dolin a-t-il quelque chose à voir avec la disparition de la jeune Marie ? Ne l'a-t-on pas seulement jugé pour les faits d'extorsion et d'appels téléphoniques indésirables ? Un doute malsain, presque insidieux, subsiste et va faire courir les pires rumeurs. D'autant qu'il sera également condamné, après cela, pour une agression sexuelle. On ne peut s'empêcher de lier tous ces faits.
Plusieurs mois passent et l'enquête initiale s'enlise. Naturellement, faute d'éléments concrets. On passe et repasse en revue les diverses hypothèses liées à cette disparition inquiétante. Hypothèses qui vont d'un départ volontaire de Marie, peu crédible pour la famille, mais non exclu par principe par les enquêteurs, aux crimes sordides, sexuels peut-être, en passant par un décès, survenu dans la nuit festive, décès dû à une surdose de produits stupéfiants ou l'administration d'un produit frelaté ou un produit de synthèse, tous encore assez peu connus à l'époque. En 1999, près de 20 ans après la disparition inquiétante de Marie, l'enquête est rouverte par les autorités judiciaires et est notamment confiée au shérif des comtés de Moffat et Root, territorialement compétents. Ils auront la redoutable charge de la poursuite d'investigations complémentaires sur cette affaire et tenter d'y apporter un éclairage nouveau. Des fouilles de terrain et de plusieurs cavités et grottes sont effectuées aux environs de la petite ville de Craig, lieu supposé de la disparition inquiétante. Ces fouilles sont en fait ordonnées par un juge, suite à un certain témoignage corroborant la mise en terre du corps de Marie, décédée d'une overdose, pratique sinon habituelle du moins connue dans ce milieu. Si on ne connaît pas l'ampleur des fouilles organisées sur place, ni les précisions apportées dans ces témoignages pour pouvoir les mener à terme, les lieux désignés et supposés, force est de constater que, une fois encore, après plusieurs jours, elles ne donneront rien. Il faut se résigner à arrêter les travaux. Pour autant, les enquêteurs cités ci-dessus ne restent pas les bras croisés. Des années après la disparition de Marie, les policiers du Colorado interpelleront 2 hommes, défavorablement connus de leur service. Max Abel Garcia et surtout le dénommé Steven Stu Kufka. Tous deux sont de grands adeptes de produits stupéfiants et sont réputés être de redoutables et de notables fêtards et noceurs. Ils ont peut-être croisé la route de Marie lors de cette sinistre nuit du 21 novembre 1979 à Craig. Les enquêteurs ont du moins de sérieuses raisons de le penser. Mais les confondre 20 ans après sera très difficile. Steven Stuve sera lourdement condamné par la suite pour diverses infractions liées au trafic et à la consommation de produits stupéfiants. Connaissant parfaitement les arcanes de la justice américaine, il a toujours nié sa participation dans la disparition inquiétante de Marie. Et, sauf sa présence certaine à cette soirée du 21 novembre 1979, les enquêteurs n'ont malheureusement pas d'autres éléments concrets à lui opposer. Condamné à 12 ans d'emprisonnement, il décédera peu après sa libération en 2012, des suites d'un accident. Peut-être a-t-il gardé des secrets liés à la disparition de la jeune Marie. Marie Ann Blee aurait aujourd'hui 59 ans. À ce jour, le dossier de la disparition inquiétante de Marie Ann Blee reste actif au sein de diverses associations et organismes de recherche de disparus aux États-Unis, comme des centaines d'autres. C'est louable dans une société où un événement tragique chasse l'autre et où ces disparitions n'ont longtemps pas été prises au sérieux et où les enquêtes de ce type n'étaient pas diligentées avec autant d'empressement que de nos jours. Et encore. Mais seul un élément nouveau pourrait permettre de rouvrir utilement ce dossier et, pourquoi pas, de confondre le ou les auteurs de ce crime s'il y a eu. C'est la fin de cette tragique affaire. J'espère qu'un jour, les parents de Marie sauront la vérité. Pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.